J'ai tiré au sort ces 3 livres, il faut donc que je les lise. J'ai décidé de faire des tirages au sort mensuels pour lire des livres de ma palle ultime 2025 et de ma pile à lire 2026 parce que 26 livres pour 2026, il va falloir vraiment que je lise ma palle chaque mois. Et je me suis dit que pour me motiver encore plus à les lire, j'allais tourner un vlog. Donc, je n'ai plus le choix. Ce que j'ai tiré au sort au mois de janvier était franchement plutôt cool puisque j'ai La mesure de Nikki Erlich qui est aussi dans mon Book Trip Challenge, donc en fait j'avais très hâte de le lire. Les Muses de Alex Michaelides qui est un thriller psychologique je crois, que j'ai très envie de lire. Par contre celui qui me motive un peu moins, c'est évidemment un livre de ma palle ultime 2025 qui reste un peu et qui est J'aimerais tant que tu sois là de Jodi Picoult. Évidemment deviné par lequel j'ai commencé, La mesure de Nikki Erlich. Chaque adulte de plus de 22 ans dans le monde entier, sur toute la planète, reçoit une boîte en bois, et à l'intérieur de cette boîte, il est écrit « À l'intérieur se trouve la mesure de votre vie ». Et en effet, à l'intérieur de cette boîte mystérieuse, il y a une cordelette qui indiquerait la mesure, la durée de la vie de l'individu, de chaque individu de la planète. Je me suis vraiment fait la réflexion quand j'ai commencé ma lecture, parce qu'en fait, le premier chapitre, j'ai eu l'impression de commencer un film. Le ton, les descriptions, une impression super agréable, vous voyez, dans la lecture est très fluide. C'est un roman choral avec différents points de vue. Écoutez, j'en suis déjà à 7 personnages. Ceci étant dit, on ne se perd pas parce qu'au début du roman, il y a des personnages, des points de vue de personnages qui reviennent, et puis après on introduit d'autres personnages, etc. Et j'ai l'impression que tous ces personnages sont un fil de la cordelette. En fait, on se rend compte qu'ils ont une connexion entre eux. Et donc on commence le récit avec ces gens qui reçoivent sur leur palier une boîte assez étrange. Et ce qui est intéressant, c'est tout de suite le poids des réseaux sociaux et des médias. Parce qu'effectivement, quand vous vous levez, la première chose que vous faites, c'est regarder votre téléphone. On va pas se mentir. Et la première des personnages de ce roman, elle est choquée parce qu'elle a plein de messages, les médias, les réseaux sociaux sont en ébullition, et tout le monde parle de cette boîte, de ce message étrange, c'est arrivé sur toute la planète, pendant la nuit, et là tout de suite on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de cette boîte? Est-ce qu'on ouvre la boîte ou pas? La coordination des gouvernements du monde entier va pouvoir déterminer que, bien évidemment, les cordelettes sont réelles et indiquent réellement la durée de la vie de la personne. C'est pas une blague, c'est réel. Et évidemment, ça va être un véritable cataclysme dans l'humanité. Et c'est vrai que l'autrice pose beaucoup de questions. Imaginez donc les couples qui n'ont pas la même longueur de cordelette. Est-ce que les couples vont toujours se marier? Il va y avoir des conséquences dans tous les aspects de votre vie. Les gens qui ont des cordelettes très courtes, est-ce qu'ils vont être embauchés pour certains travaillent alors que l'employeur sait qu'ils vont mourir? Les assurances maladie, on peut se poser la question. L'hôpital également, puisque une fois qu'on sait que les cordelettes sont réelles, est-ce que l'hôpital va continuer à soigner ces gens alors que, visiblement, de toute façon, on ne peut pas les soigner? Il y a vraiment beaucoup d'aspects qui vont être abordés, et je trouve ce roman déjà passionnant par toutes les questions qu'il soulève, juste avec ce petit morceau de cordelette, mais qui est en fait un véritable bouleversement total de l'humanité, de comment on fonctionne. Les adultes de plus de 22 ans reçoivent une cordelette, mais pas avant. Ce qui fait que tous les gens qui ont leur anniversaire de 22 ans vont recevoir une boîte, et les boîtes vont continuer d'arriver. Et donc, par exemple, la Corée du Nord va dire non, mais tous les gens qui n'ont pas encore vu leur cordelette, c'est saisi, vous n'avez pas le droit de regarder votre cordelette. Donc, qu'est-ce que ça va être aussi politiquement dans la vie de tous les jours? Quelles seront les conséquences de ce bouleversement, de ce cataclysme sous forme de cordelette? On peut avoir des discussions sur absolument tous les sujets de la vie de l'humanité. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que, outre ces sujets très politiques et sociologiques, on va aussi vraiment rentrer dans le cœur de l'humanité de ces personnages, puisque, comme je vous l'ai dit, pour le moment, on suit déjà 7 personnages, et évidemment, ces personnages ont tous des expériences différentes. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées une fois que tu sais, une fois que l'humanité connaît c'est pas la date de leur mort, mais en tout cas la durée de leur vie. Il y a un aspect profondément humain dans ce livre parce qu'on justement on va suivre ces personnages qui ont aussi une cordelette courte.
comment ils envisagent ça? Est-ce qu'ils vont en parler à leur famille? Comment en parler à leur famille? D'autres qui veulent pas ouvrir leur boîte parce que ils veulent pas se gâcher la vie. Je me pose la question, qu'est-ce que je ferais? Franchement, je sais pas. J'ai pas trop la réponse. Les gens qui ont une courte cordelette vont avoir des réactions très spécifiques parce que bah c'est vrai, ils n'ont rien à perdre, ils sont déjà finalement dans le couloir de la mort quoi. Donc à partir du moment où tu sais que tu n'auras pas de conséquences sur tes actions parce que de toute façon tu vas mourir et tu es condamné dans toutes les manières, tu es condamné. L'humain aimant particulièrement la violence, quand vous savez que vous êtes condamné, vous n'avez plus rien à perdre. Et c'est un peu la même chose avec les gens qui ont une longue cordelette, parce que si vous savez que de toute façon vous n'allez pas mourir, bah il y a des gens qui vont avoir des comportements très à risque. Donc c'est tellement intelligent ce récit. Avec ce point de départ, l'autrice peut nous raconter tellement de choses. Je trouve ça génial, en plus de cette plume immersive, de vraiment ces sentiments différents que l'on ressent au fur et à mesure que l'on suit ces personnages dans leurs interrogations et dans leurs réflexions et dans leur... bah parfois, ils sont complètement désespérés. Je suis complètement happée dans ma lecture, j'adore ce que je lis. Donc je vais continuer ma lecture et je viendrai vous faire un point au fur et à mesure. Je reviens vous voir parce que j'ai terminé ma lecture de La mesure de Nikki Erlick. Depuis à peu près la moitié du roman, j'ai senti qu'il y avait une différence dans les deux parties. Donc la première partie, pour moi, me semblait très solide, avec une belle plume visuelle, avec pas mal de questions vraiment qui vous font réfléchir, qui sont intéressantes. Le problème, c'est qu'après, on est passé à une partie un petit peu plus introspective avec ces personnages, et là, j'ai beaucoup moins accroché. Je dois dire que vers la moitié du roman, je sais pas si c'était 50-60% du roman, j'ai commencé à trouver un petit peu le temps long. J'ai trouvé que le rythme était assez inégal et en fait ralentissait beaucoup. Une fois finalement que les gens apprennent à vivre avec et que ça rentre dans la vie quotidienne et que c'est accepté, et que la grande question de départ est posée et que ben après on vit avec finalement, on suit toujours ces personnages. Il me semble qu'il y a 8 personnages, donc pour moi c'est beaucoup. Et finalement, je trouve que ça manque un peu de profondeur dans ces personnages. Je trouve que ça manque... En fait, je me suis pas attachée aux personnages comme je l'aurais voulu. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ces personnages, mais j'étais pas vraiment attachée, puisque eh ben, ma lecture a été beaucoup moins intense sur la deuxième partie, quand on s'attache un peu plus à la vie des personnages, à ce qu'ils vont faire avec leur vie. J'ai pas vraiment eu de personnage préféré. Il y a vraiment des aspects que j'ai bien aimés, notamment il y a une relation épistolaire qui va se nouer à un moment donné, que j'ai trouvé très mignonne, mais là pareil, qui va évoluer, et en fait l'évolution ne m'intéressait pas nécessairement. C'était des petites étincelles, mais ça n'a pas pris. Ouais, en gros c'est ça. Je me demande si en fait j'ai pas trouvé le roman peut-être un petit peu trop américano-américain, américano-centré, je sais pas comment dire, mais je pense que ça a joué sur mon appréciation du roman, parce que c'est vrai que j'y ai trouvé beaucoup de valeurs très américaines. C'est-à-dire que on a la valeur militaire, par exemple l'importance de ces familles qui vont mettre le militaire très en avant, donner sa vie pratiquement pour la patrie. C'est quand même des notions qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans les œuvres américaines. Les valeurs très familiales, l'importance de donner la vie, de donner une empreinte sur le monde, de sauver la vie des gens, de se sacrifier pour les autres. C'est pas du tout une critique négative, je critique pas les valeurs américaines ou la culture des États-Unis, hein. L'héroïsme militaire, tout ça, je suis passée un peu à côté, et vraiment, je me demande en fait vraiment si le roman avait été écrit par un auteur ou une autrice européenne, comment est-ce qu'il aurait été traité? Bah, je serais vraiment curieuse de connaître la réponse, et je me demande si il m'aurait pas peut-être plus parlé. C'est un peu l'analyse que j'ai là comme ça, après avoir un petit peu digéré ma lecture, parce qu'hier j'ai fini, j'étais... Bon, vous voyez, j'étais un peu... c'est retombé un peu à plat. L'exécution finale ne m'a pas convaincue, ne m'a pas totalement convaincue. Les personnages ne m'ont pas totalement convaincue. Je me suis sentie assez étrangère avec ces valeurs. Je ressens quand même une volonté de représenter beaucoup de différents personnages, mais est-ce que réellement on s'y attache?
moi je m'y suis pas attachée. Donc du coup, une lecture un peu en demi-teinte, une deuxième partie que j'ai un petit peu plus subie quand même. Donc j'ai été obligée de mettre du coup, de baisser ma note et de mettre un 3,50. Une dystopie très réaliste, très contemporaine, une idée de base de génie, bien exécutée pour moi sur la première partie, mais qui finalement est retombée un petit peu à plat. Pour moi, il m'a manqué de l'émotion, il m'a manqué de l'investissement avec les personnages, je me suis pas sentie concernée. Et maintenant, je vais pouvoir passer à mes autres lectures. J'ai commencé Les Muses de Alex Michaelides, c'est donc ma deuxième lecture de ce vlog. Pour le moment, j'en suis qu'à une 50aine de pages, mais voilà, je vois qu'on va déjà suivre un personnage principal qui s'appelle Mariana, et on peut dire que la vie a été très très dure avec elle parce qu'elle a perdu pas mal de gens précieux autour d'elle. Il y a donc sa sœur avec son beau-frère, son mari, son père. Donc il y a quand même pas mal de drames autour de Mariana visiblement. Mariana reçoit un appel paniqué de sa nièce Zoé parce que la meilleure amie de Zoé a disparu et dans le même temps on retrouve un corps de jeune femme. Et donc effectivement Zoé a très peur que ce soit sa meilleure amie Tara. Tara aurait dit à Zoé que sa vie était en danger et qu'elle était en danger par la faute d'un certain professeur, Edward Fosca. Donc je pense qu'on va suivre l'histoire de l'enquête de Mariana. Qu'est-ce qu'elle va découvrir? Il y a ce côté un peu psychiatrie visiblement, puisqu'elle est thérapeute, j'ai l'impression. On nous parle beaucoup de la Grèce, de la famille de Mariana qui est à moitié grecque. Je n'en sais pas beaucoup plus pour le moment, mais je trouve qu'il y a déjà un petit côté très mystérieux dans les gens que rencontre Mariana qui ont l'air un petit peu étranges. Il y a un côté un peu mystère qui se met en place tout doucement. On commence à comprendre un petit peu les dynamiques familiales pour le moment et où se situe Mariana dans sa vie. Je vous referai un point un peu plus tard quand j'avance dans ma lecture. Depuis les 50 premières pages dont je vous avais parlé, j'ai quand même pas mal avancé et j'ai pas mal de choses à vous dire. Et la question, ça va être pourquoi? Pourquoi donc ce roman? J'ai pas la réponse. Peut-être que j'aurai la réponse à la fin du roman. Je suis à 80%. Je vais finir ça aujourd'hui. Mais vraiment, entre ce que je vous avais dit sur les 50 premières pages et ce que je suis en train de subir comme lecture actuellement, il y a un fossé. Je trouve qu'il y a quand même un gros problème de construction en général dans le roman, dans le récit. D'abord, qu'est-ce que Mariana fait à cette université? Ok, elle est thérapeute de groupe, mais vraiment, il n'y a pas vraiment de justification à ce qu'elle soit là, et donc elle va faire son enquête, entre guillemets, qui est une enquête assez creuse hein, quand même. Elle va parler à 2-3 personnes, mais si vous voulez, elle n'a aucune légitimité à être là, donc les gens peuvent totalement ne pas vraiment lui répondre, lui mentir, enfin, elle n'a pas de légitimité à être là, et à chaque fois je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fiche là, quoi? C'est un peu bizarre. La police est totalement absente, alors la police... pareil, encore une fois, c'est assez... ça reste assez en surface, cette enquête de police presque complètement effacée en second plan. La police est pratiquement pas là dans le roman, alors qu'il y a quand même un meurtre à la base, et puis après, il va même y en avoir d'autres. Et surtout, je sais pas, ils ont un suspect, donc ils prennent un suspect, puis après ils ont un autre suspect, mais il n'y a rien qui est creusé. Dans l'histoire, on ne sait pas qu'est-ce que fait vraiment la police, tout ça n'est pas creusé, donc ça donne une impression, encore une fois, de rester en surface. C'est un peu étrange. Cette même impression de rester en surface avec les personnages, je trouve que les personnages ne sont pas du tout creusés, et on a l'impression que ce sont un petit peu des pions qui sont mis là sur un jeu de dames, et puis on les bouge un peu comme on a envie, mais il n'y a pas de recherche de personnages, il n'y a pas de construction de personnages, ils arrivent un petit peu là comme un cheveu sur la soupe pour faire avancer l'histoire, mais rien n'est creusé, rien n'est vraiment travaillé, je trouve, dans la plume. Ça me fait cette impression-là avec le personnage de Fred. C'est un personnage que Mariana va rencontrer complètement par hasard. C'est-à-dire qu'elle, si vous voulez, elle est thérapeute. Elle est thérapeute de groupe. Elle rencontre ce Fred. Au bout d'une semaine, elle le voit 2-3 fois. Elle accepte de le voir une soirée à un pub et le gars lui dit tout de suite « mais un jour je t'épouserai ». Bon, ok. Elle revoit Fred et le mec lui sort oui mais en fait il faut que je te dise Mariana, je t'aime, je suis amoureux de toi, tu es la femme de ma vie, veux-tu m'épouser? Et elle est psychothérapeute et il n'y a pas un moment où elle se dit peut-être que cet homme a un problème d'attachement, peut-être que cet homme a un red flag. Non, pas du tout.
Alors écoutez, moi je ne sais pas les amis, je ne suis pas psychothérapeute, j'ai jamais fait d'études de psychothérapie, de rien du tout. Mais si je rencontre un homme et que au bout du 3e rendez-vous, c'est la 2e fois qu'il me dit « Veux-tu m'épouser Olivia ? Je suis amoureux de toi, tu es la femme de ma vie. » Je sais que je suis exceptionnelle, mais tu vas quand même calmer un petit peu tes ardeurs et pour moi tu es un red flag, donc on va s'arrêter là, monsieur. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème d'attachement, je sais pas, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a quelque chose qui ne va pas. À moins d'avoir 6 ans et demi, dans ce cas, je peux comprendre qu'à cet âge-là, on confonde un petit peu les choses, mais si tu as dans la vingtaine, dans la trentaine, voire dans la quarantaine, c'est pas tout à fait normal comme comportement. Mais non, elle, alors j'avais souligné le passage parce que ça m'a vraiment fait rire. Alors bon, je l'ai en anglais, je vais vous le traduire un peu comme ça. Mais en gros, elle a ressenti d'abord de la colère, puis après de la tristesse et même du regret, pas de l'avoir blessé, mais de l'avoir rejeté, d'avoir fermé une porte qui aurait pu ouvrir sur une histoire. Mais dans quel monde une psychothérapeute, au bout de rencontrer une personne 3 fois qui lui dit « Tu es la femme de ma vie, je sais que c'est toi, je t'aime, marions-nous » et il lui propose, il lui dit « Will you marry me ?» Est-ce que tu veux m'épouser? C'est quand même un peu bizarre comme psychothérapeute. Donc je pense qu'elle va pas très bien non plus. Je pense qu'elle a un souci. Dans la même lignée des personnages qui n'ont vraiment pas de construction du tout, on a Zoé qui est sa nièce, qui donc a appelé Mariana parce qu'elle est persuadée que c'est son professeur Edward Fosca qui a tué Tara, la première victime. Donc Mariana enquête, Mariana est sûre que c'est aussi Edward Fosca, basé sur rien, peut-être sur son analyse de psychothérapeute visiblement qui laisse à désirer. Et donc après Zoé lui dit « mais non, mais en fait t'exagères », elle change d'avis complètement. Donc là tu te dis « mais pourquoi est-ce qu'elle change d'avis ?» Mais alors 2 pages après, non, Zoé elle a de nouveau persuadé que c'est Edward Fosca qui est le meurtrier. Donc elle change d'avis une fois, elle change d'avis 2 fois, et quand on comprend pourquoi elle change d'avis 2 fois, c'est pour un élément qui s'est passé avant qu'elle change d'avis la première fois. Donc pourquoi est-ce que tu as changé d'avis au moment... ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence. C'est très pénible, j'ai vraiment l'impression que je lis du vide. Pareil au niveau des compétences de Mariana dans la psychothérapie, donc elle est incapable de voir Fred et ses gros red flags, mais par contre, je vais vous dire, elle fait une thérapie, enfin une sorte de thérapie de groupe avec le groupe des muses là, autour de ce professeur. Bon, au bout d'1 heure et demie de psychothérapie de groupe, elle est capable de déterminer toute la psychologie du groupe, toute la dynamique du groupe, tous les trucs un peu malaisants, malsains du groupe sur 1 heure et demie de discussion avec eux. Mais par contre, avec Fred, elle l'a vu 2-3 fois, elle n'est pas capable de voir qu'il y a un truc bizarre. Écoutez, je sais pas, mais je trouve ça grossier. Voilà, c'est un peu grossier. Il y a beaucoup de problèmes dans la construction de romans, et comme je vous dis, j'ai cette impression de lire du vide, et cette impression, elle est accentuée par le fait que les chapitres sont très courts. Et moi, j'ai une petite théorie là-dessus, j'ai l'impression que les chapitres sont très courts. Alors quand je vous dis très courts, c'est qu'ils font 2 à 3 pages. Chaque 2-3 pages, il y a un chapitre. Jamais vu ça. Et en fait, je me dis, moi je pense que l'auteur ou sa maison d'édition ont fait en sorte de couper le roman en très courts chapitres, 2-3 pages seulement, pour donner l'impression au lecteur qu'on avance vite. On a l'impression qu'on lit un page-turner parce que psychologiquement, quand vous passez un chapitre, vous avez l'impression d'avancer dans le roman. Mais en fait, tout ça, c'est posé sur du vide. Pourquoi ? Parce que normalement, quand on change un chapitre, c'est parce qu'on change de voix, on change de point de vue, on a une autre scène, il y a quelque chose, il y a un changement dans un changement de chapitre. On ne change pas un chapitre pour changer un chapitre pour rien. Et bien là, c'est ça, on change les chapitres pour rien. On a une scène qui fait 10-15 pages, et cette scène est découpée en 5 chapitres, 2-3 pages, mais en fait, entre un chapitre et un autre, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que c'est exactement la même temporalité, la même action qui se déroule. Et donc là, par exemple, dans un chapitre, Mariana suivait un homme, et donc elle a fait sa filature, elle a trouvé l'homme, et elle a vu l'homme faire quelque chose. Ça a été coupé en 5 fois. Pourquoi ? Aucun intérêt. Elle continue sa poursuite de cet homme, on passe à un autre chapitre, mais elle est dans la même action. Il n'y a rien qui change.
Et j'ai remarqué que tous les chapitres sont comme ça. Donc c'est une seule et même scène, mais elle est coupée 2, 3, 4 fois. Pour moi, je suis désolée, mais je vois très très bien l'astuce derrière ça, où on a l'impression qu'on lit un page turner parce qu'on lit beaucoup de chapitres, mais en fait, c'est qu'une seule et même scène. Donc ça ne justifie pas l'utilisation des chapitres. Et pour moi, c'est du vide. On comble du vide, voilà. Et donc, ça n'a pas de sens. J'ai vraiment pas l'impression de sentir une tension réelle, une tension travaillée. Pour moi, c'est juste un peu fouillis, pas très creusé. Les personnages sont là où ils doivent être pour qu'on avance dans l'histoire, mais est-ce que vraiment c'est justifié? Est-ce que c'est cohérent? Non. Il y a une enquête qui est vraiment très artificielle. Réellement, Mariana, qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai toujours pas la réponse. Je suis vraiment dubitative sur cette lecture. Je m'éclate pas dans ma lecture. Vraiment, je vois en fait toutes les ficelles qui sont utilisées pour construire plus ou moins un thriller, mais est-ce que c'est haletant? Non. Est-ce que c'est mal construit? Oui. Est-ce que je trouve ça agréable à lire? Pas du tout. Bah là oui, je reviens à ma question du départ. Pourquoi? Pourquoi ce roman? Bah oui, bah vas-y. Pourquoi tu l'as pas dit avant ça? Oh, le retour de Fred. Oui, voilà Lucie. Salut bébé. Salut, tu veux savoir la fin de l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me regarder. C'est fini. Mais c'est quoi? Bah non, mais vraiment, alors là, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de terminer et vraiment, oh, ah, c'était vraiment pas bien. Je peux pas dire que je suis déçue par la fin parce que déjà, enfin, ça n'allait pas dans ma lecture en général et vraiment j'ai un problème avec le personnage de Mariana. Le personnage de Mariana n'a rien de crédible. Donc je veux bien comprendre qu'elle est dans une situation difficile, tu vois, et que elle vit un deuil extrêmement difficile puisque son mari est mort dans un accident, donc c'est terrible pour elle. Je veux bien comprendre, mais quand même, on dit dans le roman qu'elle est intelligente, elle est psychothérapeute, elle est éduquée. Donc ça ne fonctionne pas en fait, ça ne fonctionne pas et c'est pour ça que j'ai pas du tout cru à cette histoire, c'est que le personnage est extrêmement mal construit et du coup le personnage aurait été bien construit et ça aurait été ficelé et tout, on se serait dit waouh ouais c'est vraiment cool, mais là tout est plat, tout est encéphalogramme plat parce que le personnage ne fonctionne vraiment pas du tout. On nous dit qu'il est intelligent, mais on nous le montre pas. Il y a rien qui prouve qu'elle est intelligente et que, pour moi, c'est encore une fois, ces thrillers où ça marche parce que le personnage est bête, encore une fois. Et ça, c'est trop facile. J'avais oublié de vous dire, mais c'est vrai que, par exemple, Edouard Fosca, donc elle est persuadée que c'est le meurtrier. Elle est séducteur comme type. Et donc, il lui dit, mais on va discuter, venez chez moi, on va dîner ensemble. Elle croit que c'est le meurtrier. Pire que ça. Donc, elle accepte. Avant de partir, il lui dit « Oh, juste une chose ». Il se retourne, il l'embrasse sur les lèvres. Elle se sent évidemment agressée. Parce que tu ne demandes rien, le gars t'embrasse sur les lèvres, tu le connais pas, t'as aucune relation avec lui. C'est évidemment pas normal. Elle croit que c'est le meurtrier. Le gars l'embrasse sur les lèvres de façon vraiment red flag. Elle accepte quand même de dîner avec lui, chez lui, toute seule. Et le pire, c'est que quand elle arrive chez lui et tout, elle se dit « Oh, faudrait pas que je boive ». Qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit. Et donc, elle finit, elle est un peu pompette, tu vois. Le truc avec Fred, c'est pareil. Il me semble même que d'ailleurs, Fred l'embrasse aussi alors qu'elle a rien demandé. Donc, bon, écoutez, moi, je comprends pas. Je comprends pas ce personnage, et je ne comprends pas ce personnage parce qu'il est tout simplement mal construit. Bon, maintenant, vraiment, la fin était un peu ridicule. C'est pareil, la fin, je pense que la scène finale, elle dure 3 pages, quoi. Et encore une fois, tu te dis, mais le personnage de Mariana se met vraiment dans des situations grotesques. Parce qu'en fait, voilà, je vais pas faire de spoiler, mais elle tombe sur un truc
Et encore une fois, elle comprend pas. En lisant les remerciements, je me suis rendu compte que Dans son silence a été écrit avant ce roman-là. Franchement, moi je pensais que celui-là, ça aurait été le premier. Parce que vraiment, il est très très mal construit, il est pas très bien écrit, et ça fonctionne vraiment pas. Alors que Dans son silence, je le trouvais vraiment bien foutu. Et je trouvais qu'il y a une vraie ambiance, c'était vraiment pas mal. Et là, en fait, il y a une petite connexion avec un des personnages de Dans son silence. J'ai pas trouvé ça très malin, en fait. Je sais pas quelle note donner à ce roman parce que en soi, je me suis pas vraiment ennuyée, encore que c'était pas excellent. Mais je le trouve vraiment pas très bon, en fait. Donc, je sais pas si je lui mets un 2,75 ou un 3. Il y a rien de crédible dans cette histoire. Il y a rien de crédible. Et est-ce que au moins ça m'a diverti? Bah, pas vraiment. 2,75 parce que franchement je trouve que c'est pas génial. C'est pas génial. Si vous voulez lire du Alex Michaelides, je vous conseille vraiment Dans son silence que j'avais beaucoup aimé, mais celui-ci vaut vraiment pas la peine. Je suis en train de lire J'aimerais tant que tu sois là de Jodi Picoult. Je le lis en anglais et j'en suis à 32% actuellement. Écoutez, pour l'instant, je dois vous avouer que je trouve ça long. On suit une femme qui s'appelle Diana qui vit à New York avec Finn, son petit ami, futur fiancé visiblement. Ils ont décidé de faire un beau voyage, 2 semaines aux Galapagos, sauf que on se situe à ce moment-là en mars 2020 et évidemment, vous le savez, la pandémie va frapper. Lui, il est chirurgien et au moment où ils vont partir prendre l'avion, juste avant, le jour d'avant, son équipe lui dit écoute, il vaut mieux que tu restes parce que là, le virus arrive, on voit ce qui se passe en Europe, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur, il faudrait vraiment pas que tu partes 2 semaines en vacances, on sait pas ce qui va se passer. Donc du coup, c'est un voyage qui est cher. Lui, il lui dit écoute, pars, tant pis, moi je reste 2 semaines là, tu pars 2 semaines, profite du voyage. Elle part. Et en fait, quand elle arrive sur l'île d'Isabella aux Galapagos, c'est une des îles des Galapagos, c'est le lockdown, c'est le confinement, et donc elle hésite à repartir parce que l'île ferme. C'est le dernier bateau. En fait, quand elle arrive, elle se rend compte que le dernier bateau repart. Elle se dit non, je suis là, tant pis, je reste 2 semaines, écoute. Elle va vite regretter parce qu'elle va se rendre compte que l'île va être vraiment fermée. L'hôtel qu'elle avait réservé est fermé. Il n'y a pas de touristes, elle va se retrouver un peu toute seule, il n'y a pas d'internet, elle n'a pas d'argent, elle n'avait pas retiré d'argent avant, c'est un peu la catastrophe. Donc ça commence comme ça et en fait on va avoir plusieurs temporalités. Disons qu'on va avoir elle qui va nous raconter un petit peu sa vie familiale avec son père. Il y a des moments où elle va nous raconter aussi ce qu'elle fait dans son métier, comment elle est arrivée à travailler dans le domaine de l'art. Donc il y a quand même aussi une place très importante au niveau de l'art parce que on va avoir pas mal de descriptions, de tableaux. On parle beaucoup d'histoire de l'art aussi avec Toulouse-Lautrec ou avec d'autres grands tableaux. Elle était sur le point de vendre un tableau avant de partir. La vente finalement ne s'est pas faite. Donc on a aussi toute l'histoire de la vente de ce tableau, de la personne qui veut vendre ce tableau, qui me fait beaucoup penser à Yoko Ono, en fait. Donc cette femme qui a survécu la mort de son mari qui faisait partie d'un groupe de rock hyper connu. Après, il y a la partie avec son père, donc elle nous raconte aussi son histoire. Pareil, c'est aussi connecté avec l'art parce que son père était conservateur. Bon, voilà. J'aime beaucoup ce qui se passe sur l'île. Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que, bon, moi je suis allée au Galapagos, il se trouve que je suis allée aussi sur Isabella et vraiment ça me rappelle de très très bons souvenirs. C'était un voyage extraordinaire. Et tout ce qui est décrit d'Isabella, alors moi j'y suis allée il y a 10 ans, je me souviens un peu de tout, mais toutes les descriptions des animaux, les fous à pattes bleues, les pingouins Humboldt, les lions de mer, tout ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Il y a aussi les tortues sur Isabella, donc pareil, elle visite le centre, enfin voilà. Donc tout ça me rappelle des bons souvenirs et j'aime bien ce qui se passe. Elle va rencontrer des gens aussi sur cette île. Les 2 seules personnes qu'elle rencontre parlent parfaitement anglais, dont une préadolescente de 13-14 ans. Mais bon, j'aime bien, je suis assez curieuse sur cette temporalité-là, sur ce qui se passe dans le présent, dans sa situation un peu catastrophique. C'est vraiment pas évident pour elle. Et elle ne parle pas espagnol, donc en fait, il y a des gens qui lui parlent espagnol, elle comprend pas. Enfin, c'est vachement difficile quand t'as pas internet, t'es tout seul, t'as pas d'argent, tu sais pas où loger, il y a des gens qui t'aident, mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est difficile. Et de l'autre côté, son copain, lui, il est chirurgien, mais là, il travaille exclusivement
dans les urgences. Et donc, lui va lui envoyer des emails et à certains moments dans la journée, il va y avoir une connexion, il y a un moment où il y a du réseau et elle va recevoir les emails. Et là encore, je trouve que, franchement, au début, j'étais assez curieuse des emails, mais finalement, je me rends compte que je suis pas très convaincue par cette histoire d'email parce que lui, Finn, son copain, il lui envoie des emails, mais alors, les emails font 3-4 pages. Et sur ces 3 pages, il lui décrit, mais alors, vraiment dans le détail, toutes les procédures médicales qu'il fait, toutes les interrogations que les médecins ont par rapport au Covid. Mais c'est tellement détaillé, enfin, je veux dire, j'ai l'impression que comme l'autrice s'est beaucoup renseignée médicalement, dans le détail, elle a envie de mettre tout ce qu'elle a appris, mais est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment, parce que c'est beaucoup trop détaillé, beaucoup trop, vraiment, c'est les procédures, tout ce que la maladie fait aux poumons, les traitements expérimentaux qu'ils essaient, parce qu'en fait, au début, bah, évidemment, ils ne savent pas comment traiter la maladie, ils savent pas quelles sont les conséquences de cette maladie. On est vraiment plongé dans la pandémie du début. J'aime assez bien parce que c'est assez dingue ce qu'on a vécu. Je pense que ça va être assez anxiogène peut-être pour les gens qui vont se rappeler des mauvais souvenirs par rapport à ça par contre. Moi je trouve ça assez intéressant de voir ce point de vue-là, mais c'est beaucoup trop détaillé et je trouve que c'est pas très crédible parce que lui, il est seul, c'est sa fiancée, il n'a pas de nouvelles d'elle, imaginez-vous, parce qu'elle n'arrive pas à passer des messages, elle n'a pas assez de réseau pour lui envoyer des messages, donc il n'a aucune nouvelle d'elle, et dans ses mails, il ne fait que lui écrire tous les détails les plus minutieux de sa vie à l'hôpital. Et en fait, il n'y a que 2-3 phrases grand maximum à la fin de ses emails pour lui dire « Tu me manques, j'aimerais que tu sois là, je t'aime ». Donc pour le moment, je subis un petit peu cette lecture, je suis vraiment pas à fond dedans. Donc écoutez, je vais essayer de poursuivre encore un peu, mais pour le moment, c'est plutôt une lecture en demi-teinte. Alors les amis, je suis à 46% de ma lecture, j'étais en train de lire tranquillement, et là je suis obligée de prendre la caméra pour réagir à cette lecture, parce que là vraiment, c'est du n'importe quoi, et je suis énervée. Non mais parce que, attendez, j'essaie d'avancer ma lecture pour me dire il va se passer enfin un truc intéressant. Il se passe toujours rien de vraiment intéressant. En fait, là, je tombe sur un passage où on parle de la plongée sous-marine aux Galapagos. C'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de courants et donc normalement, sur une grande majorité des plongées, peut-être pas toutes, mais quand même une grande majorité, il faut avoir un certificat Advanced pour pouvoir plonger. Et là, on nous raconte l'histoire absolument ahurissante de ce Gabriel, donc elle rencontre un mec qui s'appelle Gabriel, et là il nous raconte un truc, un drame qu'il a vécu en plongée, alors qu'il était tout seul avec son père. Son père s'occupe du bateau, et lui il s'occupe des plongeurs, et il y a eu un accident. Il s'occupe de 11 plongeurs. Voilà. Donc évidemment, c'est du grand n'importe quoi. Je sais pas dans quel monde Jodi Picoult croit que la plongée sous-marine, c'est un mec pour un groupe de 11 personnes, comme si c'était un guide touristique basique. Ben non, il y a évidemment des règles à respecter, des règles extrêmement strictes, et bien sûr qu'au Galapagos, les règles sont respectées. La plongée sous-marine, il y a toujours un instructeur pour 4 plongeurs. Tu fais pas plus, c'est pas possible, c'est hyper dangereux sinon. Sinon tu peux pas t'occuper des gens, tu t'occupes pas de 11 plongeurs, et encore moins dans un environnement comme l'océan en plein Galapagos. Ça c'est ridicule. Et je me dis pourquoi est-ce qu'on a autant de détails médicaux sur le Covid où elle a dû faire des recherches. Maintenant je me demande si elle a vraiment fait des recherches, parce qu'évidemment moi je suis pas médecin, donc elle peut me raconter ce qu'elle veut, j'y connais rien. Mais on a l'impression en tout cas que c'est très très détaillé dans le médical. Et là, la plongée, elle nous raconte une dinguerie pareille. Ça me met en colère parce que je me dis... Donc je galère un peu vraiment avec ce livre. Et là, ça me met en colère parce que quand je lis des trucs comme ça, c'est du n'importe quoi. Puis alors Diana, elle est là... Ah mais c'est pas ta faute, c'est un accident. Mais c'est un accident. Non mais on nous prend pour des jambons là. On nous prend pour des idiots. Donc vraiment l'histoire elle est construite de manière hyper alambiquée. À un moment donné il y a internet qui marche pas, mais elle reçoit quand même les emails de son copain, mais elle n'arrive jamais à envoyer d'email.
Elle arrive jamais à contacter personne, elle essaye pas de contacter son copain, même quand enfin elle se rend compte qu'il y a une ligne téléphonique, bah elle l'appelle pas. J'ai l'impression que l'autrice elle veut nous raconter une histoire et donc elle arrange un peu les choses à sa manière pour nous raconter l'histoire qu'elle veut nous raconter, mais on s'occupe pas de savoir si ça a de la logique, si c'est crédible et si c'est cohérent. Et là, ça commence à me saouler un peu parce que déjà, je m'ennuie dans ma lecture, mais quand on me raconte des histoires aussi farfelues, bah ça m'énerve. Ça y est, j'ai terminé ma lecture. Plutôt mitigée par cette lecture, vraiment, ça a été une lecture assez fastidieuse pour moi. Ouais, c'est ça. Franchement. Il y a effectivement, en fait, un twist assez intéressant, finalement, qui arrive vers les 50% du roman. Il y a vraiment une partie 1 et une partie 2 dans ce roman, qui peut faire en sorte que le roman est vraiment très intéressant. Bon, moi, ça n'a pas marché parce que finalement, je crois que le style de Jodi Picoult, c'est pas pour moi. Vraiment, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie, je peux pas vous dire autre chose. Je suis pas engagée dans ma lecture, ça me happe pas et je finis par profondément m'ennuyer. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son style qui fait que ça colle pas avec moi, mais je peux pas vous dire autre chose. Je trouve quand même que l'histoire était vraiment, si on regarde que l'histoire factuellement, je la trouve vraiment intéressante et la narration était vraiment aussi originale et intéressante. Ce twist-là à 50%, moi je l'ai pas du tout vu venir, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc pas mal, bien joué, bravo Jodi Picoult. Est-ce que ça a relevé mon intérêt pour l'histoire? Pas du tout. Et peut-être même bien au contraire, un peu le problème. Je voulais quand même savoir vraiment ce qui allait se passer. J'ai continué donc ma lecture, mais ça a été très très fastidieux, je me suis vraiment ennuyée. Et en réalité, ce roman, il faut le savoir, je pense que c'est important, ça parle beaucoup du Covid. C'est vraiment axé sur la pandémie. Très sincèrement, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que moi j'avais l'impression de lire beaucoup plus un manuel de médecine sur le Covid, sur la pandémie, qu'autre chose. Et je me suis pas intéressée à ça. Moi, il m'a vraiment manqué ce côté un peu plus humain. Je trouvais que c'était trop détaillé. Et c'est pour ça que j'aimais mieux un petit peu le côté Galapagos sur l'île, le côté humain, réflexion humaine. J'étais détachée de son héroïne. Je me suis pas investie dans les personnages plus que ça non plus. J'avais vraiment, voilà, c'est un de ces romans dans lequel je suis pas tellement engagée. Je lui ai mis la moyenne parce que j'étais pas assez engagée pour lui mettre plus. Objectivement, c'est pas un mauvais roman. Objectivement, le twist est vraiment intéressant, mais ça ne m'a pas intéressée moi personnellement, donc je peux pas lui mettre plus que de 50 parce que moi je note pas en tant que chroniqueuse littéraire, je note en tant que lectrice. Je veux juste dire aussi que le côté un peu incohérence peut s'expliquer justement avec ce twist là, donc ok ça passe, mais ça reste que c'est une lecture qui m'a pas passionnée du tout. Très déçue, très mitigée. Voilà, je pense que peut-être cette autrice n'est pas pour moi parce que c'est déjà le deuxième roman que je lis d'elle et franchement je m'ennuie. Donc il y a peut-être un truc dans son écriture qui ne me correspond pas à moi, ou les sujets choisis, je sais pas. Mais je pense que je vais pas relire un Jodi Picoult cette année, très sincèrement. Donc bah écoutez, déçue, je vais clôturer ce vlog ici avec des lectures, ma foi, vraiment très mitigées, je dois dire malheureusement. Des fois ça arrive, hein, on peut pas toujours avoir de bonnes lectures, et clairement ces lectures-là seront pas des lectures dont je vais me rappeler pour leur côté engageant. C'est le moins que l'on puisse dire. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez le même avis que moi ou pas du tout, on peut en discuter en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec, j'espère, des lectures qui vont me plaire un peu plus et avec un peu plus d'enthousiasme. J'aime mieux quand même partager mon enthousiasme pour les lectures que mes déceptions. Malheureusement, bah, je choisis pas. Les vlogs lecture, c'est comme ça, on sait pas sur quoi on va tomber. Ciao les amis, merci pour vos likes, votre soutien et vos commentaires. Bye!